Hop, salut à tous. Aujourd'hui, j'ai Nelly Kempf avec moi. Nelly, c'est un parcours qui commence lent du SEO. Elle était créatrice à la base. Elle a découvert le référencement en essayant de vendre ses créations en ligne. Et depuis, elle n'a jamais arrêté. Aujourd'hui, elle est consultante SEO indépendante, cofondatrice de NextGen SEO avec Camille Dufossé. Elle a récemment sorti un livre, SEO devenait incontournable sur le web, un an de travail et elle fait tout ça depuis le Mexique en plus. Moi, ce qui m'intéresse chez Nelly, c'est son positionnement, du SEO connecté au branding, multicanal, pas du SEO réduit à une boîte noire technique avec des vanity metrics qui ne parlent pas à grand monde et encore moins aux enjeux d'une marque. Aujourd'hui, on va parler de EAT, de contenu authentique, de ce que ça veut dire construire une marque en SEO, de son livre, de NextGen SEO et de comment elle a construit son acquisition. Nelly, es-tu prête? Allez, vaste programme, on y va. Cool. Donc j'ai une première question. Dans ton positionnement SEO plus branding plus mémorabilité, concrètement, ça change quoi dans ce que tu livres à un client par rapport à une consultante qui ferait du SEO classique? Écoute, je pense que la différence la plus notable, c'est que je vais essayer de ne pas me focaliser uniquement sur, des, courbes de trafic, par exemple, ou bien sur des mots-clés qui auraient été, choisis, alors si je force un peu le trait, uniquement pour répondre à une checklist, tu vois? Avec, OK, on a ce sujet-là, on va parler de tous ces mots-clés-là. Moi, j'essaye de, choisir alors déjà, je ne me base plus forcément sur les mots-clés, parce que, Ok. c'est une notion qui pour moi est un petit peu datée et on va plutôt parler beaucoup plus de l'entité, de l'intention de recherche que des mots-clés. Hem, mais pour revenir à ta question initiale, je vais, surtout essayer de voir un petit peu quels sont les objectifs de la marque. En général, son objectif final, c'est de faire de l'argent. Et donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Et ça passe, comme tu viens de le dire, par le branding, la mémorabilité parce que, c'est très différent d'avoir de la visibilité et d'avoir de la confiance ou d'avoir des clients. Pour moi, on commence par avoir de la visibilité, on instaure de la confiance avec notamment le branding et cetera, ce qui nous permet de transformer les prospects, en clients. Donc j'essaye toujours de garder en tête ce cheminement pour toutes les actions que je vais proposer à mes clients et je me focalise pas du tout sur, par exemple, un mot-clé à volume de 0. Pour moi, ça peut être un mot-clé tout à fait intéressant s'il vient remplir, une des cases qui permet au prospect d'avancer dans son parcours et donc de devenir client. Est-ce que selon toi, même une entreprise où ils sont 5, 10, enfin en tout cas pas grand monde, TPE, ce qui constitue la majorité des entreprises en France, est-ce qu'on peut créer une marque avec ça, en étant ce nombre-là? Je suis moi-même une marque en étant un, donc oui. J'aime bien donner, mon exemple parce que, c'est ce que je connais le plus et ça peut prouver que on est capable de créer une marque sans avoir les budgets d'une multinationale et cetera. C'est plein de petits détails, tu vois? C'est le fait de venir en podcast avec mon petit polo brandé. C'est le fait d'avoir choisi les couleurs que j'utilise partout avec la typo sur, mon livre. C'est, le fait de mettre Champollion sur, le marque-page de mon livre. Alors je te montre ça parce que c'est ce que j'ai avec moi là tout de suite, mais quand tu vas regarder n'importe laquelle de mes communications, tu vas en permanence avoir des rappels de mon branding et ça fait partie de ce qui fait une marque. Le fait que, par exemple, moi, je vais toujours tutoyer, mon lecteur, je vais rajouter, des notes, par rapport, à la pop culture ou bien, faire des blagues, j'hésite pas à rajouter un petit peu d'humour. Je vais toujours être dans la vulgarisation, j'essaye de me positionner comme une experte accessible, tu vois? Toutes ces choses-là font partie de ce qui vient créer mon image de marque. Donc vraiment ça, c'est quelque chose de très important. On n'a pas besoin d'être très nombreux, on n'a pas besoin d'avoir un budget énorme pour construire une marque. Une marque, c'est un positionnement clair, c'est une, émotion qui va être, la même sur tous les supports. Par exemple, Duolingo, si tu vas télécharger leur app, supprimer leur app, recevoir un mail d'inscription, de résiliation, les notifs, n'importe quoi, tu vas toujours avoir ce petit ton un peu, tu vois, irrévérencieux et cetera. Là où, heu,
Une autre marque qui pourrait, vendre aussi de l'accompagnement en langue qui pourrait être, je sais pas, Wall Street English ou Rosetta Stone, sont sur un positionnement beaucoup plus, corporate, beaucoup plus sérieux et cetera. In fine, ils vendent la même chose, tu vois? Ils vendent d'apprendre une autre, langue, pardon. Par contre, leur positionnement est très différent et il est consistant sur tous les supports et c'est ça qui est important pour créer une marque. OK, très intéressant et à mon sens, du coup, ce qui peut ne en tout cas tuer une marque ou ne pas en créer une, c'est, le contenu, générique. Donc, Exact. vraiment dans une logique, d'authenticité. Toi, tu as écrit, enfin, récemment dans ta newsletter que l'arrivée de ChatGPT, ça avait pas du tout tué le SEO, mais plutôt que ça avait tué le contenu générique. Ouais. Aujourd'hui, enfin que et donc aujourd'hui, tu as ton argumentaire, c'est un argumentaire de vente. Est-ce que tes clients, ils comprennent ça ou, pas forcément? J'ai la chance d'avoir des clients qui viennent à moi en ayant déjà consommé mon contenu et en sachant déjà quel est mon positionnement, parce que je suis assez présente sur les réseaux, dans les conférences, sur la newsletter comme tu viens de le dire et cetera. Donc les gens qui font appel à mes services connaissent déjà mon positionnement, donc ils sont alignés avec ça. Du coup, j'ai pas de friction à ce niveau-là avec mes clients. Ça peut arriver qu'ils aient, par exemple, commandé à une agence précédente des articles qui, ont été livrés avec, une mauvaise utilisation de l'IA et c'est des articles qui sont, de mon point de vue, mauvais et en fait, quand, je leur pointe ça du doigt, ils sont toujours, tout à fait d'accord avec moi sur le fait que, oui, effectivement, c'est pas forcément ce qu'ils attendaient, c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de publier maintenant. La réalité fait que, bien souvent, c'est des articles qui ont été payés, qui existent et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, les mettre sur le site en attendant de voir quels sont les sujets qui vont intéresser pour pouvoir ensuite répartir le budget pour réoptimiser ces articles-là avec, un contenu qui va être beaucoup plus qualitatif, quoi. La vérité, c'est pas forcément ce qu'on aimerait entendre. On voudrait que tout soit toujours parfait dès le départ, mais bien souvent, les entreprises ont fait leurs tests, hein. Quand, l'IA est arrivée il y a 2 ans, tout le monde a créé du contenu en masse. Hem et puis, ce contenu-là, il est, en général toujours présent sur internet. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on le supprime? Est-ce qu'on le réoptimise? Moi, je suis complètement d'avis de le réoptimiser quand c'est des sujets qui sont pertinents, mais, ça demande du temps et du budget, donc on fait, en fonction des priorités, quoi. OK. Donc ouais, là tu parlais de, d'articles, donc après il y a le critère de Google, l'EAT. Mmh. Le premier, donc du coup le premier E, c'est pour, expérience. Concrètement, toi, quand tu travailles avec un client, comment tu lui fais produire du contenu qui prouve qu'il a vraiment vécu ce dont il parle? Quel process tu mets en place? Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué de l'expliquer, tout le temps, mais en général, je vais leur demander d'être le plus précis possible. Ça peut passer parfois par des petits détails comme par exemple, répondre à des vraies questions qu'ils ont reçues dans le SAV, tu vois? Et donc, ça peut être si c'est sur un domaine qui est très technique, le fait de, rajouter ce genre de questions dans une FAQ, ça peut montrer, c'est le EAT, c'est des signaux qui sont subtils, hein. Mmh. Donc, ça peut montrer qu'on est à l'écoute de nos clients, qu'on connaît, leurs attentes et cetera. Ou bien ça peut être aussi, de raconter cette expérience-là comme moi je viens de te raconter que j'ai un client qui a eu des problèmes avec ChatGPT, l'entreprise dans un article peut faire un petit paragraphe qui peut être, très court, très concis et même extrayable, tel quel, ce qui est important aussi pour les IA. L'idée c'est pas de rallonger pour rallonger, mais de venir expliquer quelque chose qu'ils ont vécu avec un prospect ou bien, avec un rendez-vous client ou bien une discussion qu'ils ont eue sur un salon ou peu importe en fonction, tu vois, de la thématique de l'entreprise. Ça peut fonctionner. Mais de façon générale, le plus de détails techniques qui sont backés par des datas de l'entreprise ou bien, des choses que seul un spécialiste peut connaître ou avoir vécu, ça aide quand même à montrer, cette expérience. Et toi, tu penses que ce serait quoi le meilleur, procédé à suivre pour, on va dire inclure les spécialistes dans ce contenu qui, eux, au final, font leur job? Ou le marketing, ça va pas en premier lieu les intéresser, même si c'est intéressant pour eux au final. Hem,
comment les inclure là-dedans? Parce que moi, je pense, enfin, que j'ai plein de petits clients, en effet, ils connaissent énormément bien leur métier, mais ils vont partir du principe, ce qui peut sembler logique, bah, écoute, toi, tu gères le site, bah, débrouille-toi avec le contenu, en soi, ce qui peut tout à fait arriver et donc comment on peut les inclure là-dedans, nous, en tant que, prestataires externes? Est-ce qu'il faut, enfin, quelles choses il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut compter sur le fait qu'eux aient, on va dire, un content manager en interne? Comment on peut faire, selon toi? Ça va dépendre, surtout de la taille de la boîte, je pense. Hem et ça dépend aussi du, sujet. Par exemple, j'ai un client en tête, qui, travaille sur, des thématiques immobilières et donc il y a certains sujets qui sont un petit peu plus, on va dire lifestyle, OK, dans lesquels il y a pas forcément besoin d'un support, expert. Mais tous les contenus qui vont être avec, une touche de juridique sur, par exemple, bah, toutes les notions, juridiques autour de l'immobilier, ça, c'est des articles qui vont être relus et fact-checkés en interne par leurs experts, internes. Je travaille beaucoup avec, un client aussi en rénovation énergétique et donc là, c'est pareil, on va travailler avec des allers-retours, avec des échanges de corpus, de OK, sources fiables qui sont soit fournis par le client, soit, que je vais proposer moi et qui est, checké en amont par le client. Ensuite, le contenu est créé et il est revalidé par les équipes métiers aussi parce que, bah, pour le coup, c'est des thématiques dans lesquelles il y a besoin d'énormément de, de validation juridique, ça s'appuie sur beaucoup de textes de loi qui changent très régulièrement, donc c'est important d'être à jour et ça, en interne, ces 2 clients-là qui sont assez gros, ont la capacité de faire relire. Sur des clients qui sont plus petits, en général, c'est des gens qui vont, partager beaucoup de postes au sein même de l'entreprise. Parfois même le dirigeant lui-même qui va se charger un petit peu, tu vois, du calendrier édito en collaboration avec les équipes, marketing et qui va venir superviser le point de vue métier. Mais en tout cas, oui, c'est important pour moi que les articles qui sont des articles qui touchent au cœur de l'expertise de l'entreprise soient relus par un expert en interne pour s'assurer, bah, d'une part, de pas donner que du contenu très générique, parce que si, le rédacteur n'est pas spécialiste du sujet, bien évidemment, il va pas pouvoir inventer des choses et donc il risque d'écrire un article qui aura pas forcément de saveur ou de valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc ça, c'est important et ce qui peut se faire aussi, c'est en amont, de donner de la matière justement aux rédacteurs sur les sujets qui vont être, traités. Alors ça, j'aime bien proposer à mes clients, pour que ce soit le plus simple pour eux, de m'envoyer soit des corpus, soit quand c'est sur des sujets précis, de me faire un vocal et comme mmh. ça, vocal, eux, ils le font, ils donnent les informations et puis ça permet, tu vois, de faire un petit peu le tri et de rajouter, des infos qu'on pourrait pas forcément trouver ailleurs et qui permet d'avoir un angle particulier sur, l'article pour le client, quoi. Ouais, moi, c'est également quelque chose que j'aime beaucoup faire, en fait, avoir une grande base de données avec plein d'infos dessus sur lesquelles tu peux piocher et cetera. Ce qui aide en Ouais, plus également énormément si jamais, bah, tu rédiges avec, de l'IA et cetera, parce que c'est pas quelque chose qui est interdit à partir du moment où tu as les bonnes infos. exact. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, avoir un corpus en commun, une base de données, en fait, que tu sois une boîte de 5 personnes ou de 50, en fait, tu peux le faire, ça. Donc c'est, très, très avantageux et je suis aussi très preneur des vocaux, même si c'est pas toujours évident, on va dire, à décrypter. Mais au moins tu as, c'est enfin, je veux dire, tu as un meilleur ressenti, tu comprends plus le ressenti qu'à l'écrit, en fait et du coup, tu as plus d'infos, je trouve, à apprendre, même si après faut faire le tri, mais au moins, tu as quelque chose de véritable. Donc c'est toujours intéressant et Exactement et quand c'est possible aussi, je demande d'avoir accès à tout ce qui est, échange avec les clients. Par exemple, s'il y a eu des questionnaires de satisfaction ou bien s'il y a des rapports qui sont faits par rapport, aux appels ou aux tickets, aux SAV et cetera. Ça, c'est vraiment des mines d'or pour la création de contenu parce que c'est les vrais verbatims des clients, c'est les vraies difficultés que rencontrent les clients et c'est des sujets qui sont vraiment au cœur de la problématique de l'entreprise. Ça peut aussi avoir un double effet qui se coule, où ça peut venir désengorger parfois le service client. S'il y a un article qui a été, bien rédigé et qui répond à une problématique qui est récurrente, bah, les gens vont peut-être pouvoir lire cet article-là avant de faire appel, au support.
Ouais, tout à fait. Puis ça permet aussi de se mettre plus dans une logique de, je vais dire, de partenariat que vraiment, d'exécution brute, parce que là tu t'intéresses vraiment à tous les sujets de la boîte au final, donc et ça aide tout le monde, donc super cool. Il y a un vrai sujet aussi d'évangélisation de l'importance du SEO au sein même des entreprises. Parce que, tu l'évoquais un petit peu précédemment, mais par exemple, l'expert métier, n'a aucun intérêt, de prime abord à s'intéresser au SEO. Alors que si on explique à tous les maillons de l'entreprise pourquoi c'est important le SEO et pourquoi les SEO doivent faire partie, la discussion avec le produit, avec le sales, avec le marketing, avec, un petit peu tous les maillons de la chaîne, en leur expliquant quelle est la finalité et le pourquoi du comment, bah, finalement les gens comprennent et ils vont plus naturellement partager des informations avec l'équipe SEO qui, jusqu'à présent était parfois reléguée au bout du couloir avec l'équipe, AI, alors qu'elle devrait clairement être, au sein du marketing, quoi. Mmh. Ouais, je suis tout à fait aligné. Et toi, tu parles souvent, on va dire, de vanity metrics, enfin, qui vont gonfler les reporting, mais que ça change pas rien au business, hein, comme tu le disais, généralement, bah, de toute façon, les boîtes, ce qu'elles veulent, c'est, avoir de l'argent en plus. Heu, Qu'est-ce que c'est, toi, les métriques que tu regardes, vraiment, au final? Ça va dépendre un petit peu des objectifs de chaque client, hein, la réponse préférée du SEO, ça dépend. Ce qui est certain, c'est que, par exemple, on l'a évoqué un petit peu précédemment, mais les courbes de trafic, les taux de clics et cetera, c'est des choses que je vais regarder, ça reste important. Et si on s'arrête à ça, on manque toute l'histoire, en fait. Parce que l'objectif du SEO, c'est d'attirer le lecteur sur le site internet, mais si on s'arrête là, bah, on refile la patate chaude à quelqu'un d'autre qui, parfois, n'existe pas. Donc l'idée, c'est de venir travailler conjointement avec, l'UX. Si on a les compétences de le faire aussi, quand on crée un contenu SEO et moi, ce que je vais venir regarder, c'est quel est, l'objectif que va avoir chaque contenu. Donc est-ce que c'est du brand awareness? Est-ce que c'est, le téléchargement, par exemple, d'un lead magnet ou bien l'inscription à une newsletter? Est-ce que c'est de passer à l'achat? Est-ce que c'est de sensibiliser sur une problématique? Et toutes mes pages vont être mappées en fonction des différents objectifs que je vais avoir, identifiés précédemment. Et ensuite, un des KPI que je vais regarder, c'est, bah, est-ce que cet objectif a été bien atteint? Donc, par exemple, une page peut avoir peu de trafic sur le SEO, mais c'est une page qui est, très importante pour, obtenir des backlinks, par exemple, tu Mmh. vois? Ou bien c'est une page qui convertit super bien pour l'inscription à la newsletter. Bon, et ben, ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir parce que l'objectif final du SEO pour moi, c'est pas uniquement de faire venir des clients, mais c'est vraiment de les faire passer d'un point A à un point B, le point B pouvant être énormément de choses. Donc je vais regarder sur tout ça. Est-ce que ce point B est atteint? OK. OK, super intéressant. Pour revenir, bah, du coup, point A, point B, il y a aussi, bah, plusieurs manières dont une personne va rentrer sur le site. Il y a différents canaux, heu, LinkedIn, YouTube, newsletter, Instagram, enfin qu'importe. Donc il y en a énormément parce que de toute façon le parcours utilisateur, il est de moins en moins, bah, linéaire par définition. On navigue un petit peu partout constamment, puis on a une attention qui est plus que faible. Toi, c'est quoi l'ordre dans lequel tu conseilles à tes clients de construire, on va dire un écosystème? Est-ce que vraiment ça dépend ou est-ce qu'il y a des canaux qui sont plus faciles que d'autres? Je pense notamment, bah, à LinkedIn où tu peux encore performer en faisant exclusivement du texte, bah, la newsletter aussi par définition, or que tu as d'autres canaux, je pense notamment à TikTok ou Insta, là si tu fais pas de visuel, ça va quand même être compliqué. Donc, est-ce qu'il y a un ordre, toi, que tu conseillerais à un client qui veut lancer, du multicanal? Ça dépend. Je suis désolée de te OK. répondre ça, mais ça dépend. Pour reprendre, de nouveau un cas que je connais bien, moi, quand je me suis lancée en SEO, j'avais pas de site internet, ce qui peut paraître un peu contre-productif pour une consultante SEO, mais je pense que le SEO n'est pas toujours l'unique, le SEO classique tel qu'on l'entend, c'est-à-dire créer du contenu sur un site internet, n'est pas forcément la première porte d'entrée pertinente pour un site.
Dans mon cas, par exemple, j'étais junior. Comment veux-tu que je vienne me positionner sur consultante SEO alors que je suis en train d'apprendre le métier et qu'il y a des cadors qui font ça depuis 25 ans, qui ont déployé tous les hacks possibles et imaginables pour apparaître dans les premiers résultats? Ça arrive aussi sur beaucoup d'entreprises, beaucoup de marchés qui sont très concurrentiels, heu et quand on est un petit acteur, bah, de venir créer un site internet avec du SEO quand on n'a pas énormément de moyens, c'est parfois un petit peu contre-productif comme première action. Alors peut-être me faire, taper sur les Pense doigts pas. par mes collègues SEO, mais moi je vais conseiller dans un premier temps de venir agir sur les leviers qu'on peut activer immédiatement. Alors créer le site, commencer à avoir un asset, à créer du contenu et cetera. Oui, parce que plus on a d'ancienneté, plus, ça va être facile, mais ne pas tout miser sur le SEO dans un premier temps et venir construire, une marque comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça peut être, comme tu l'as dit, en postant sur LinkedIn parce que là, on a besoin de personnes, on peut, ben, publier autant de fois qu'on le souhaite sur différents formats. Donc ça peut être, du pur texte, de la vidéo, de l'image, du carrousel, de l'infographie et cetera. Et puis, en fonction de la typologie de marché qu'on va venir adresser, ça peut être effectivement d'aller sur Insta, sur TikTok, sur Pinterest qui est super sous-exploité. Ça peut être, de créer un podcast, ça peut être d'avoir une chaîne YouTube. Ça va vraiment dépendre, tu vois, de l'objectif et du marché sur lequel se situe le client. Mais c'est parfois plus facile de commencer à avoir une traction à l'extérieur du site internet, de commencer à, faire comprendre à Google et maintenant aux IA que: «Coucou, j'existe, ça serait intéressant de me positionner quelque part». Et puis par la suite, de se pencher sur le site de façon un peu plus pertinente. Alors je recommande dans un premier temps déjà, tu vois, d'avoir une page avec, ben, une home, avec un à propos, avec ses services et cetera, mais venir créer du contenu sur le site, ça peut venir dans un second temps pour baquer cette traction qu'on aura commencé à créer à l'extérieur du site. Et puis, c'est plus facile aussi de venir demander des backlinks, de venir obtenir des mentions quand on a de la preuve qu'on existe réellement à l'extérieur du site internet. Ouais, et puis ça permet aussi également, je trouve, de comprendre plus rapidement ce qui va intéresser, l'audience, en plus, par rapport, enfin à des pages, disons, classiques et comme tu l'as dit, il y a, des thématiques où, bah, si tu te lances là-dedans, je pense notamment enfin, en crédit immobilier, où, ça va être très compliqué. Compter sur d'autres, canaux, enfin type, réseaux sociaux en plus, tout en sachant que les clics qui proviennent de ces plateformes favorisent le site, à court, moyen et long terme. Donc, c'est une excellente chose de se positionner sur du multicanal. Mais moi, l'approche que j'ai, c'est vraiment de dire à mes clients, quand je sais que la SERP, elle va vraiment être difficile et qu'il y a pas forcément de budget parce qu'il faut y aller, c'est, de créer un certain type de contenu et voir si ça intéresse l'audience ou pas pour après faire des pages dédiées. Ça peut être une bonne approche. Ouais, exactement, exactement. Le site internet reste toujours central pour moi dans la stratégie parce que c'est ça qui permet de faire passer un prospect, de l'état de prospect à justement qualifié parce que le site, c'est ce qui rapporte la réassurance. On va quand même toujours acheter sur le site, tu vois? ChatGPT vient de rétropédaler, la semaine dernière, je crois, où ils avaient, intégré la possibilité de d'acheter directement dans ChatGPT et en fait, ils se rendent compte qu'actuellement, ça ne fonctionne pas. Alors, peut-être parce que c'est trop tôt, les gens ne sont pas prêts, l'architecture était peut-être enfin, l'infrastructure était peut-être pas, idéale non plus, mais en tout cas, actuellement, on achète quand même toujours en grande majorité sur le site internet. Donc ça reste vraiment important pour bah, la dernière étape de passage à l'achat et celle qui est juste avant de réassurance de, vérifier que, OK, c'est une entreprise qui est légitime, les produits, ils ont l'air de tenir la route, il y a des avis clients, le site internet fonctionne bien, la fiche produit est bien remplie, ça correspond à ce que j'attends et cetera. Il y a des mentions légales, il y a des conditions de retour, tout ça, c'est des choses qu'on vient valider naturellement sur le site. Donc je suis pas du tout en train de dire de ne pas créer de site internet. Par contre, ça peut être plus facile parfois de commencer à mettre des efforts ailleurs, en ayant le site en parallèle. OK. Tu as parlé enfin, du coup, du ouais, rétropédalage de ChatGPT. Tu avais fait une newsletter, il me semble. Tu en 2034, des agents IA qui achètent à la place des utilisateurs, enfin, du coup, qui achètent vraiment à leur place, où, les sites, ils ont, on va dire, moins d'empreintes,
enfin, voilà. Et toi, t'en es où par rapport au GEO aujourd'hui? Tu l'intègres dans tes missions? C'est encore trop tôt pour tes clients? Tu fais du SEO et puis, ça fonctionne dans LLM et puis, basta? Qu'est-ce que tu fais par rapport à cette discipline aujourd'hui? Pour être honnête, je j'intègre le GEO dans des stratégies de SEO, parce que je pars du principe que le GEO, c'est du SEO très bien fait avec une, couche supplémentaire. Donc quelques bonnes pratiques, par exemple, ça va être de, vraiment raisonner en termes de chunk, donc c'est-à-dire des petits extraits du contenu qui vont être facilement citables par, l'IA. Donc c'est finalement quelque chose dont on parlait déjà, tu vois? Dans le SEO, le fait, d'avoir une idée bien précise sur chaque paragraphe, de pouvoir extraire ces idées-là pour en faire des rich snippets, c'est un petit peu la même, logique qui est amplifiée avec, les IA où on va essayer d'utiliser du langage très naturel qui va être, possiblement repris tel quel dans les IA, ce qui est plus facile pour elles. Donc ça, c'est des petites choses, tu vois? Le fait de mettre des listes à puces, des tableaux, des données structurées, c'est des choses qui étaient déjà importantes avant, pour lesquelles on voit encore plus l'importance maintenant. Donc je le pousse un petit peu, tu vois, dans la création de contenu. Et puis, sur la création de contenu, l'idée, c'est de venir vraiment répondre à des intentions qui sont encore plus précises qu'avant. Sur Google, une requête, ça va être environ 3,5 mots. Là-haut, sur ChatGPT, c'est environ 8 mots et on a, je crois, 60 des échanges avec ChatGPT qui vont dépasser, bah, justement 5 échanges. Donc ça devient une vraie conversation. J'ai pas les chiffres pour les autres, LLM, mais j'imagine que c'est clairement similaire et donc on veut une information qui est pré-mâchée, pré-digérée, prête à consommer immédiatement. On ne veut plus faire l'effort de poser une question, d'aller regarder dans les 10 liens bleus et puis de faire nous-mêmes la synthèse de ce qu'on vient de lire. On demande aux IA d'être extrêmement précis dans la réponse qu'ils vont nous apporter. On dit qu'on veut un restaurant pour 10 personnes avec une salle, heu, qui va être, calme parce que, on a des invités qui supportent pas le bruit et puis on veut avoir, un invité qui mange pas de gluten, donc on veut une option sans gluten et puis, on veut que ça soit réservable pour, 20:00 un dimanche soir. Enfin voilà, on donne toutes les instructions déjà dans le prompt et on veut que la réponse corresponde à ça. Ce qui signifie que nous, en tant que SEO, on doit répondre à tout un tas de micro-intentions qui ont des volumes de recherche zéro dans les outils SEO classiques. Donc ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure avec le fait de répondre à des intentions qui ont un vrai sens pour l'utilisateur et pas seulement pour, les, outils SEO. Donc voilà, globalement, les 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 actions qui prennent de plus en plus de poids. Hem, je suis en train, tu vois, de regarder un petit peu comment me servir des outils pour être mieux guidée par rapport au type de contenu qui est attendu dans les LLM pour ce type de marché ou celui-là. Heu, donc il y a plein de choses, tout le monde est en train un petit peu d'apprendre. Je crois que là où on est quand même tous d'accord, c'est que si tu ne fais pas du bon SEO à la base, tu ne feras pas du bon Ça GEO. va être compliqué, ouais. Hem, les 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 détails, peuvent être un petit peu différent ensuite en fonction d'une approche ou d'une autre. Chacun est en train de voir un peu, en fonction de sa popote ce qui fonctionne. Moi, je suis plutôt dans une phase où j'essaye de mettre en place des bonnes pratiques. J'essaye pas de trouver des hacks pour, arriver le plus rapidement possible dans les LLM parce que j'ai pas non plus cette approche sur le SEO. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de créer une entité qui va être fiable, qui va être stable et qui va pas bouger à chaque, changement algorithmique et donc naturellement, avec quelques efforts supplémentaires, on arrive plus facilement à être cité, dans les LLM aussi, quoi. OK. Je pense que tu avais dû avoir, énormément d'infos, hem, sur le géo lors du SEO Summit où tu as interviewé, énormément de monde. Hem, c'est quoi le sujet ou les sujets sur lesquels tu as eu des réponses, on va dire, disons, peut-être surprenantes ou, contradictoires, enfin vraiment des choses qui t'ont marqué, les interviews que tu as faites? Surprenante ou contradictoire, écoute, je suis en train de réfléchir et là, j'ai pas forcément de choses qui me viennent en tête. C'est plutôt des bonnes pratiques, par exemple, d'essayer d'apparaître dans les sources de sources. Hem
donc je sais plus dans quelle conférence c'était, mince, je suis désolée, faudrait que je te le retrouve, pour que tu puisses éventuellement le mettre dans les sources de l'épisode. Mais, heu, quelqu'un qui disait, qu'on arrive quand même globalement à savoir quelles sont les grandes sources qui sont citées, dans les LLM en fonction de chaque marché. Alors les grandes sources générales, hein, type, LinkedIn, Wikipédia, Reddit et cetera restent valables à peu près sur tous les marchés et ensuite en fonction de la typologie, on va avoir quelques sources qui sont vraiment identifiées comme très pertinentes par les LLM sur, un type de marché. C'est des sources, pour lesquelles on n'a pas forcément énormément de marge de manœuvre, sauf à devenir nous-mêmes source de ces dites sources. En venant leur proposer, par exemple, des comparatifs qui intègrent, notre marque, ou bien en venant leur proposer des études de cas qu'on aura réalisées nous-mêmes et qui vont pouvoir réutiliser en nous citant. Des choses comme ça, donc je trouve que ça, c'est des astuces qui peuvent être très pertinentes, qui demandent un petit peu de temps et un petit peu d'organisation pour pouvoir, être mises en place, mais ça peut être intéressant. Et puis un autre sujet qui, je trouve est intéressant, c'est qu'on a, de mémoire 43 des fan out qui se font en anglais, même quand le prompt initial est francophone. Donc ça signifie que même si on est francophone et qu'on s'adresse à un marché francophone, on a potentiellement plus de chances de voir des sources anglophones citées. Donc si on n'a pas vocation à devenir, un site anglophone et ben, on peut quand même aller traduire quelques pages très clés de notre site. Par exemple, la page à propos, la page avec les best-sellers, avec, les services, différenciants qu'on met en avant. Ça peut être intéressant de venir les traduire en anglais. Si on a quelques comparatifs aussi, parce que les IA, on le sait, adorent les comparatifs. Hem, Ça peut être un petit quick win, qui, ne nécessite pas forcément la traduction de tout le contenu, mais qui peut permettre, d'apparaître Ouais, sur dans, des pages clés, ouais, et bah, notamment simplement même à propos pour, comprendre très rapidement la marque, ça peut être intéressant. J'ai même vu là sur certains sites où ils faisaient une page, dédiée, enfin du coup l'URL c'était slash pour les LLM. J'ai vu des sites, ça qui j'ai faisaient pas vu ça. encore. Ouais, à destination. Là je l'ai vu pour un SaaS, et Fixer le nom, enfin c'est un outil de transcription et ouais je suis tombé sur ça, j'étais: «Ah OK». Donc très intéressant et Donc ça te fait pas, hein, à tester non pourquoi effectivement. pas, ouais, bah et tu parlais, bah, donc du coup là, ouais, on parlait d'IA, donc de créer du contenu unique. Moi je suis curieux, est-ce que tu as déjà eu le cas avec des clients qui se sont dit: «Ah non, enfin je veux pas, enfin ça je veux le garder pour moi, je veux pas forcément que ce soit, aspiré par une IA ou autre». Est-ce que tu as déjà eu le cas? Est-ce que tu penses qu'on aura de plus en plus le cas dans le futur? Tu voudrais dire de bloquer, par exemple, le contenu pour que les IA ne soient pas Ouais, c'est entraînées sur. ça, bah, de dire, «Non, non, bah, ça moi je veux vraiment le garder pour moi, j'ai pas envie qu'après tout le monde puisse s'en servir, parce que forcément ça va se faire aspirer en fait». Mmh. Non, je l'ai pas eu et personnellement, je trouve que c'est assez contre-productif de le faire. Dans le sens où, Google l'a annoncé très clairement, l'AI mode va devenir le mode par défaut. En France, vous ne l'avez pas encore, mais moi au Mexique, ça fait déjà, longtemps que je l'ai. C'est vraiment rentré dans les mœurs, tout le monde, s'en sert et il est présent dans l'immense majorité du globe, sauf la Ouais, France et tout. sauf nous, ouais, c'est assez fou d'ailleurs, hein. Ça va forcément arriver à un moment Oui, bah, oui. donné et le fait que l'AI mode devienne le mode par défaut, bah, en fait, si tu refuses que, les robots IA passent sur ton site, ça va, d'après moi, à terme, être un petit peu la même chose que mettre un no-index. Si créer du contenu, sur internet, c'est pour que les gens le voient. Si les gens n'utilisent plus les moteurs de recherche, eh bien, c'est en rajoutant éventuellement une, couche de, de tri que sont, les IA et les LLM. Mais, pour moi, non, c'est important de pouvoir, laisser passer les robots, heu, bah, pour qu'ils puissent, se familiariser avec notre contenu et cetera. C'est vrai que ça demande en fait un repositionnement parce qu'en tant que SEO, on a l'habitude, hein, de regarder, le trafic, de regarder tout ça et là, on voit que le trafic baisse.
Hem, on voit aussi que, généralement les clics venant des IA sont quand même plus qualifiés, qu'ils convertissent mieux parce que c'est des prospects qui sont beaucoup plus, proches de l'acte d'achat parce qu'ils ont déjà fait en amont toutes leurs recherches et s'ils arrivent chez toi, c'est que potentiellement ton produit ou ton service correspond précisément à ce qu'ils cherchent. Donc, ça demande un repositionnement et d'enlever un petit peu, bah, ces fameuses vanity metrics de trafic en se disant: «OK, j'ai peut-être moins de trafic, mais si au final mon chiffre d'affaires est stable, voire en amélioration, est-ce que c'est pas ça qui est important?» Moi, je suis convaincue que si. Donc, allez-y les IA, prenez mon contenu pour, ouais, exactement. Mmh. Est-ce que parce que donc là, tu as écrit et sorti un livre. Est-ce que, du coup, tout ce bruit autour, on va dire, du GEO, ça t'a pas fait trop de nœuds au cerveau au moment où tu écrivais le livre? Parce que je pense qu'il y a forcément un moment où tu dois te dire: «Bah, là, je m'arrête», parce que sinon, vu que c'est en perpétuel changement, bah, sinon, le livre, tu le termines jamais. Est-ce que ça t'a fait des nœuds au crâne? Est-ce que tu veux nous en dire plus sur le livre? Tu as travaillé, 1 an dessus, je crois. Après, on va revenir plus en détail. Mais en tout cas, la question, c'est est-ce que ce GEO t'a fait des nœuds au cerveau dans la création de ton livre? Premièrement. Oui, 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 OK, oui. Heu, en fait, effectivement, donc là, j'ai été accompagnée par une maison d'édition qui est venue me chercher pour ce projet de livre et ils m'ont contactée en avril, 2025, donc ça fait OK. 1 an. C'est quoi la maison Heu, d'édition? c'est Vuibert, ça appartient au OK, groupe Albin Michel. OK. Hem et en fait, dans le processus de publication, j'ai dû très rapidement fournir un sommaire, un plan, du livre avec l'angle que j'allais vouloir, aborder et ce sommaire, une fois validé en comité éditorial et cetera, c'est déjà difficile de revenir dessus en profondeur. Donc il y a déjà 1 an, je devais savoir ce qui allait être publié dans le livre, en substance en tout cas. J'ai fait le parti de, garder mon positionnement qui est de ne pas chercher des hacks, mais plutôt de chercher à comprendre le fonctionnement global, tant des moteurs que des IA et des LLM pour pouvoir se positionner, de façon pérenne dessus. Hem Parce que je voulais aussi que ce soit un livre, qui ne soit pas déjà daté à sa sortie. La ré la le 1er livre que j'avais écrit était un livre en auto-édition et donc là, c'est très facile parce que, tu n'as pas tous ces temps justement relatifs à l'édition, le temps d'impression, de commercialisation, de comité éditorial, de ci, de ça, et puis tu peux le modifier autant de fois que tu veux parce que tu renvoies en fait un PDF Mmh à mh. Amazon, tout simplement. Là, c'était pas du tout le cas et je voulais que le livre puisse rester pertinent dans 2, 3, 4 ans. Donc j'ai pris le parti de donner des grands fondamentaux, des grands principes et pas des astuces, qui potentiellement seraient, bah, déjà obsolètes, quoi. OK. Il me semble que tu avais dit, moi, dans une newsletter également, que tu avais travaillé, bah, un peu en secret sur ce livre, hein. C'était une volonté, de la part de l'éditeur? C'était toi? Ça s'est passé comment? Moi, j'aurais adoré faire du building public, OK. sur l'écriture du livre, mais l'éditeur m'a demandé de ne pas en parler parce que, comme c'est un sujet, chaud, on va dire, il fallait rester un peu discret sur les différents projets, de livres, sur l'angle qui allait être abordé et cetera pour, bah, que d'autres, ne prennent pas, le même angle, en fait, tout simplement. Donc oui, ça a été un petit peu compliqué pour moi de ne pas en parler parce que j'aurais, adoré pouvoir raconter, tu vois, les différentes étapes pour lesquelles je passais, pouvoir, sonder les gens et cetera. C'était pas possible. OK. Et donc le titre du livre, c'est «SEO devenez incontournable sur le web», c'est ça? Ouais, OK, c'est ça. cool. C'est quoi ta future lectrice, ton futur lecteur, idéal? Alors il y a 2 typologies de lecteurs. Le premier, ça va être quelqu'un qui ne connaît pas le SEO. Heu, donc comme c'est un petit peu ma marque de fabrique, je vulgarise tout. Il y a pas de jargon qui n'est pas expliqué, et on monte crescendo en compétences dans, le livre. Donc pour ouvrir le livre et les premières pages, il y a absolument pas besoin d'avoir de compétences. Donc le premier lecteur idéal, c'est voilà, quelqu'un qui veut se mettre au SEO, mais qui actuellement n'a pas de compétences.
Et le livre s'adresse aussi à ceux qui font déjà du SEO, mais qui se rendent compte qu'il y a énormément de changements depuis l'arrivée des IA, depuis le fait que le parcours d'achat est beaucoup plus éclaté. On parle beaucoup de Messi Middle, de multimodal, multicanal, de l'importance du branding. Et donc si on continue à faire du SEO comme on l'a fait jusqu'en 2022, bien, on est probablement en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui commence à coincer, qu'on n'est plus tout à fait dans le coup. Donc ce livre s'adresse aussi à ces gens-là parce que la première partie, c'est les 3 piliers du SEO, donc la technique, le contenu et la notoriété qu'on connaît bien, mais qui sont réactualisés avec l'arrivée des IA. Donc un consultant SEO va peut-être pas apprendre énormément de choses dans cette première partie, bien que toute la partie, par exemple, contenu et toute la partie, notoriété sont remises au goût du jour avec, les IA. Et toute la seconde partie du livre, eh bien, c'est le SEO qui sort du site internet, qui pousse les portes et qui va, sur d'autres plateformes avec de nouveaux KPIs, avec, la création d'une marque dont on parle depuis tout à l'heure et avec, toutes ces, nouvelles, pratiques à mettre en place pour un SEO, next gen. OK. C'est quoi le chapitre dont tu es la plus fière? Ah, c'est une bonne question ça. Attends, je vais relire mon pa mon sommaire. Bah, parce que mine de rien, moi j'ai rendu le manuscrit, début octobre, OK, tu vois? Donc là, ça fait 6 mois que je n'ai pas relu mon livre. Alors je l'ai lu un certain nombre de fois entre la lecture, la relecture, la réécriture et cetera. Hem, mais, hem, je pense que le chapitre 4, tu vois, que je suis en train de reprendre. C'est le pilier contenu, répondre aux attentes des internautes, des moteurs et des IA. Donc, comment est-ce qu'on crée du contenu pour plaire à tout ce beau monde. Euh, et puis le chapitre 6 que j'aime bien, qui s'appelle du mot-clé au moment de vie, le SEO sort de sa boîte. Donc, c'est un peu ce que je viens de excellent. te raconter avec le fait que le SEO ne se base plus uniquement sur des mots-clés, mais sur des intentions qui sont très précises et plus uniquement sur le site internet, mais aussi sur d'autres canaux et sur d'autres, formats. Mais je les aime bien tous, en fait. Ah, j'allais te demander s'il y en a un que tu as failli enlever ou que tu hésitais à mettre, si tu peux le dire d'ailleurs. Oui, bien sûr, alors pas que j'ai failli enlever ou que j'hésitais à mettre, mais, hem, je pense que j'aurais pu réécrire plusieurs fois le dernier chapitre. Le dernier chapitre parle des, KPIs à suivre et de, justement, comment intéresser l'ensemble de l'entreprise au SEO. Hem, Pourquoi c'est important? Comment est-ce qu'on le fait? Et cetera. Hem Et je pense que si je n'avais pas eu la deadline de: «Maintenant, il faut arrêter de réécrire ce bouquin, Nelly, il faut le rendre», j'aurais pu le réécrire encore plusieurs fois. Mais je suis déjà très contente de 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 son état actuel, mais tu sais, c'est très difficile quand on est perfectionniste et qu'on veut, transmettre le meilleur en permanence, de tomber sur, tu vois, un nouvel apprentissage ou, une super citation qui t'ouvre un peu les chakras et tu te dis: «Ah ça, j'ai vraiment envie de le mettre». Ah bah, je peux plus. C'est quoi le plus difficile quand on écrit un bouquin sur le SEO, sachant qu'il y a des livres qui font référence? Là, je l'ai pas à côté, notamment des bouquins, d'Olivier Andrieux, Ils par sont exemple. Je vieux, pense hein, tout le monde les a eus, je crois, qu'on est pas mal à avoir lu, je pense. En tout cas, bon, même sans forcément parler de bouquins sur le SEO, c'est quoi le plus difficile quand on écrit un livre? Alors, c'est pas une difficulté que j'avais ressentie pour mon premier livre qui, encore une fois, était en auto-édition, donc c'était un petit peu différent. Le premier livre s'appelait, Le SEO depuis zéro et c'était vraiment les bases du SEO, les 3 piliers avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'infographies, vraiment de la vulgarisation pure et dure. Pour celui-ci, ce qui était difficile, c'était de trouver le bon niveau d'expertise, à adresser parce que je voulais m'adresser aux 2 personas que je t'ai cités. Et donc, comment faire pour qu'un néophyte ne soit pas perdu et comment faire pour que quelqu'un qui connaît déjà apprenne quand même des choses? Donc, j'ai ajouté pas mal de petits encarts avec des définitions, avec des petits conseils stratégiques, et puis je reviens, tu vois, en permanence, aux bases. Dès que ça va être un concept un petit peu compliqué, je prends un petit moment pour l'expliquer. Ça fait jamais de mal de le relire et puis si quelqu'un est très familier avec,
avec ce concept-là, et ben, il saute la page et puis il reprend, juste après, c'est pas un problème. Mais ça, c'était assez compliqué, tu vois? Est-ce que je vais dans ce niveau de détail ou est-ce que c'est pas forcément pertinent dans un livre? Parce que j'avais une autre contrainte qui était le nombre de mots. En fait, la maison d'édition, quand ils m'ont contactée, on a signé un contrat d'auteur et cetera avec tout un tas de critères à respecter, notamment le public qu'on allait cibler et le nombre de alors eux, ils parlent en signes, donc le nombre de signes, en l'occurrence, c'était, 300 000, qui correspond à peu près à 200 pages. Hem, Un signe, c'est quoi? C'est enfin, parce que je connais pas, un c'est signe, quoi? ça C'est va 2 être, caractères. une lettre, une espace, D'accord. OK. apostrophe, quelque chose que tu tapes sur ton clavier, c'est un signe. OK, très bien. Et il fallait choisir ce qu'on allait mettre dans ces 300 000 signes. J'aurais pu en écrire évidemment, 2 ou 3 fois plus. Que j'ai fait un premier jet où j'ai écrit tout ce que je voulais et puis ensuite je suis venue ratiboiser pour, bah, essayer de garder ce qui était important à cette étape du niveau de compréhension du lecteur. Ça m'a demandé pas mal d'allers-retours avec, moi-même. Trop bien, OK. Il est sorti depuis quand? Là, on est le 3 avril, il est sorti depuis quand le livre? Le 26 mars, OK, c'est un petit bébé super, encore. super. Bah, écoute, bah, plein de succès, en tout cas. Merci beaucoup. Je te propose, passer sur un format où en fait je te pose des questions, tout simplement répondre par oui ou par non Hyper et après dur on p pour un SEO, ouais, mais a OK. et après on pourra aller, davantage dans le détail. On y va? Ouais, vas-y. Allez. Le SEO sans branding, ça ne peut plus marcher en 2026. Un bon SEO doit savoir créer du contenu lui-même. Non. OK. Le GEO va dépasser le SEO traditionnel en termes de part de marché d'ici 2030. Ah, 2030. Non, plus tard. OK. Est-ce que LinkedIn est indispensable pour une consultante SEO freelance en 2026? Est-ce que écrire un livre, au final, c'est juste pour vendre plus de prestations? Non. Alors là, c'est pas oui, non. Le cahier de vacances SEO, c'est plus de l'acquisition ou de la pédagogie? Ah! C'est de l'acquisition. Est-ce qu'on peut générer plus de 150 000 € de chiffre d'affaires en restant solo sans jamais prospecter? L'IA va remplacer 50% des SEO d'ici 2030. Oui. Vivre à l'étranger, c'est surcoté. Hem, il faut que je développe à chaque fois. On Heu, reviendra dessus. Est-ce que tu feras encore du SEO dans 10 ans, tu penses? oui. OK. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir? OK. Non, il y en a plus, que d'autres, mais j'ai l'impression d'être dans un grand burger de la mort, tu sais, le Burger Quiz et je me souviens plus des questions. Ah mais c'est bien, tu as répondu, c'est cool, merci. Et alors attends, je vais revenir, je pense que c'était sur ça quand je t'ai posé la question, c'est écrire un livre, c'est pour vendre plus de prestations. Je crois que peut-être que ça t'aimerait développer. Après, on avait également le cahier de vacances du SEO, c'est plus de l'acquisition que de la pédagogie. Je pense que les 2 sont connexes, donc Oui. peut-être que tu Non, elles sont super tes questions, mais j'ai envie d'expliquer mon point à chaque fois parce que ouais. sinon ça va être pris hors contexte et en ça va pas aller. Mais pour le livre, écoute, pour être, transparente, je gagne très peu d'argent sur ce livre et je serai payée en 2027. Donc c'est pas pour l'argent. C'est pas non plus pour les prestations parce que je vends peu de prestations. Par contre, c'est vraiment pour la crédibilité, la notoriété, le brand awareness, et alors moi, c'est un exercice que j'aime aussi, transmettre, écrire. Ça me permet, tu vois, que ce soit dans des conférences, dans des formations, dans un livre, de, hem, d'une part, de me forcer à être à jour dans, mon métier et dans la manière dont moi j'ai envie de le pratiquer. Hem, Ça me permet de, être sûre que j'ai bien compris les concepts parce que je dois pouvoir les réexpliquer. Ça me permet de, conceptualiser ou de synthétiser, certaines choses donc je trouve l'exercice intellectuel très intéressant. Et j'imagine aussi, est-ce qu'il y a aussi une forme, enfin je veux dire, mais là c'est très personnel, tu sais, genre plus d'accomplissement, le fait, enfin tu sais, une petite case, tu sais, que tu coches dans ta vie à dire: «Bah j'ai quand même rédigé un livre sur, profession que j'exerce. En plus, j'ai été contacté par un éditeur, enfin, c'est quand même fou, je trouve. Donc, Ouais, ouais. J'ai l'impression que les gens autour de moi, le perçoivent plus comme ça que moi-même.
Moi, je suis très contente, hein. Le premier jour, il est sorti, je suis allée à la Fnac et je me suis prise en photo avec mon bouquin à la Fnac, évidemment, tu vois? J'ai vu la Heu, vidéo, du coup, tu as réussi à le faire. donc oui, c'est très cool. Hem, C'était pas, forcément un objectif, mais quand on me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. OK, Voilà. super intéressant et oui, la question, bon, c'était fait exprès, on reviendra plus en détail dessus après, survivre à l'étranger, c'est surcoté. Ouais. Hem, J'adore ma vie à l'étranger. Heu, Toujours est-il que, heu, je me rends compte que je passe à côté de beaucoup d'opportunités business en étant aussi loin. OK. Heu, donc c'est génial, j'ai un cadre de vie qui est, super, j'ai pas d'horaire, je travaille avec, les clients que je veux, dans le cadre que je veux, dans la partie du monde, où j'ai envie d'être à ce moment-là. Par contre, je rentre de plus en plus régulièrement en France pour des événements. Là, par exemple, je suis en France parce qu'il y avait le SEO et Geo Summit, parce qu'il y avait la sortie de mon livre. Si je n'y vais pas, c'est des opportunités qui sont manquées pour moi. Donc c'est toujours très, chronométré et un peu fatigant Ouais, ouais, tu quand, m'étonnes. je reviens parce qu'il y a énormément de rendez-vous, il y a énormément de choses. Là, j'ai tourné, 12 podcasts, plus, beaucoup d'autres, contenus. J'ai fait, une soirée de lancement pour mon livre. Hem, Camille, avec qui, je travaille aussi sur Next Gen SEO, habite à l'île Maurice. On a 10 heures de décalage horaire. Donc quand il y a des événements, c'est aussi pour nous l'occasion de nous retrouver et de créer du contenu ensemble et de faire des choses, en physique. Donc je regrette absolument pas d'être, à l'étranger. Par contre, ça reste important pour mon business de revenir régulièrement. Pour les événements justement, donc c'est pas tant par rapport au décalage horaire, c'est surtout Non, parce que ça, aux c'est événements. pas gênant du tout pour moi. OK. Non, ouais, c'est plus, en fait, le physique, te débloque des opportunités que tu n'as pas forcément, en étant loin et je pense aussi que beaucoup de gens s'interdisent de me proposer des choses en se disant: «Non, mais de toute façon, elle est pas en France». Tu vois? Des conférences ou, des invitations à des événements, des choses comme ça, alors que, si c'est quelque chose que j'estime pertinent, je peux rentrer, quoi, même si je suis, à dou OK, ça marche. Avant de faire du SEO, c'est, de l'artisanat. ouais. C'est quoi le produit que tu fabriquais? Et comment tu es passé de: «Je veux vendre, bah, mes créations, en ligne» à, bah, «Je fais un livre sur le SEO»? Quand je suis arrivée au Mexique, j'ai monté 2 boîtes, une entreprise, physique avec, des employés et cetera et une marque, de déco. Donc je fabriquais, des décorations murales en bois où je faisais, tout, du design de la pièce jusqu'à sa fabrication et tout ce qui était aussi, logistique et acquisition et cetera. Donc pour ces, 2 entreprises-là, j'ai dû, me former au marketing digital, à l'acquisition, à, tout ce qui se passe en fait, sur les réseaux sociaux, sur, comment est-ce qu'on gagne de l'argent en étant, bah, pas, physiquement en train de discuter avec son client, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, d'abord pour mes propres, entreprises et puis, le covid est arrivé. Et au Mexique, c'était pas, quoi qu'il en coûte, comme en France, c'est-à-dire que le gouverneur a dit à la fin de ce discours: «Le pays est fermé». D'accord. Ça a duré 2 ans. Donc Ah oui, OK. ouais, donc au début, ben, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Moi, mes décorations, je les expédiais en majorité en France. J'avais aussi des clients au Mexique, mais la plupart étaient en France. Les coûts d'envoi sont devenus complètement prohibitifs, donc j'ai dû couper, ça. Hem, J'avais aussi une bonne partie de mon acquisition qui était sur Instagram et en fait, je n'aimais pas ça. Heu, donc c'est comme ça aussi que je me suis un peu plus forcée au SEO pour, pouvoir délaisser, Instagram, on va dire. Et l'entreprise physique et ben, en fait, j'avais beaucoup de charges parce que j'avais des employés, j'avais un loyer et cetera et sans aucune rentrée d'argent, au bout d'un moment, tu dois faire des choix. Heu et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que, dans un premier temps, le digital, c'était très cool.
Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire dans le digital qui correspondrait un peu, tu vois, à mes envies de carrière, à mes passions, à mes projets, à ce que je sais faire. Et le SEO s'est pas mal imposé et donc de là, je suis tombée, tête la première dedans. J'ai bouffé, de la formation, de la mise en pratique, des podcasts, de tout, tout, tout. Donc tout ça J pendant le et Covid, hein, du coup? ouais, tout début du covid, en fait. OK. Et et voilà comment ça a commencé. OK, OK. C'est quoi que tu aimais pas dans Instagram? En fait, moi, je faisais du B2C, OK. heu et j'avais l'impression qu'il fallait que, j'aille, liker les photos de vacances de Marie Tartine pour qu'elle s'intéresse à mon truc, quoi. Et ça m'intéressait pas de passer 2 heures par jour à liker des photos de meufs en vacances. Enfin, j'exagère, mais Non, mais je vois le truc. et en fait, j'avais fait des tests, tu vois, avec, différents comptes et pour voir un peu ce qui fonctionnait avec l'algo et je me rendais bien compte que, bah, c'était ça, quoi. Tu dois aller interagir avec ton prospect pour qu'ensuite il s'intéresse à toi et que potentiellement ils puissent devenir clients et je trouve qu'en B2C, c'est un petit peu différent parce que tu peux véritablement t'intéresser à ce que fait l'autre entreprise. En j'ai dit en B2C, peut-être en B2B, c'est intéressant parce que tu peux t'intéresser à l'autre entreprise. En B2C, en tant qu'entreprise, de savoir que la nana, elle a 2 enfants, qu'elle a pas dormi parce que son dernier a une coqueluche, c'est tu pas beaucoup de levier, quoi, tu vois? Ouais, c'est clair. Et Puis donc si moi, tu ça me fais ça fascinait avec pas. tout le monde, ça va être un peu long. Ouais, c'est ça. Déjà de base, j'avais pas les réseaux sociaux pour, mon usage personnel. J'étais pas sur Instagram et cetera, ça me plaisait pas spécialement et je me retrouvais, bah, quand même avec, un gros volume d'heures à devoir faire semblant d'être intéressée par la vie des gens, qui en vérité m'intéressaient très peu, quoi. Alors c'est Mmh, peut-être un OK. peu cru dit comme ça. Bah, non, non, bah, en fait, je trouve ça, logique parce que du coup, tu te dis: «Bah, le SEO, enfin, j'en fais». Par contre, si la personne reste et achète, c'est a priori parce que je lui ai proposé quelque chose d'intéressant, donc tu as peut-être moins cette impression de quémander, Ouais, c'est ça. peut-être? OK. Et je trouve vraiment que Instagram ou les réseaux sociaux en B2B, c'est quand même assez différent du B2C, quoi. J'ai beaucoup plus de plaisir à utiliser les réseaux sociaux en B2B comme je le fais actuellement que sur le B2C. Oui, peut-être parce que tu es moins dans une logique de volume, peut-être, hein. Parce que sur du B2C, je veux dire sur du panier moyen qui est, faible, là, on parle purement, pécuniaire, hein. Tu es obligé quand même de faire un volume assez important quand B2B, c'est peut-être moins le cas. Je sais pas Oui si ça et puis, pour moi, tu as vraiment la notion de B2B où tu peux avoir des vrais échanges, où je vais véritablement m'intéresser à l'autre personne, alors qu'en B2C, en fait, mon objectif, c'est juste de me rendre visible aux yeux de cette personne et c'est un peu biaisé, quoi. Heu, si j'interagis pas et si je lui dis pas que, son omelette a l'air être délicieuse, heu, elle va pas savoir que j'existe, alors que son omelette, chez moi, il est 2 heures du matin, elle m'en fout, quoi. ouais, davantage de sincérité perçue, en tout cas de ton côté, pour du B2B. Ouais, Ah, je vois ouais, tout à fait. exactement, exactement. En B2B, tu peux vraiment discuter, tu vois, de, bah, que fait la personne? Est-ce que véritablement tu vas pouvoir, l'aider dans ses problématiques? Peut-être qu'elle a des choses à t'apprendre aussi, tu vois? Je trouve que c'est, de mon point de vue, c'est beaucoup plus enrichissant en tout. Et est-ce qu'il y a vraiment un moment particulier où tu t'es dit: «Là, heu je fais plus de l'artisanat, enfin, je vends plus ça, en fait, mon métier, c'est le SEO»? Est-ce qu'il y a vraiment un moment particulier où tu t'es dit, où ça se où, tu Bah, allais en vers fait, le si tu SEO? veux, quand le covid est arrivé et que je me suis rendu compte que mes autres, activités, elles allaient pas pouvoir, perdurer comme ça, heu qu'il allait falloir que je mange, quoi. Donc ouais, ça s'est fait comme ça par nécessité en fait, au départ. C'est pour ça que j'ai tout de suite, mis l'accélérateur très, très fort parce que j'avais pas le temps d'être mauvaise, si tu veux. Heu, donc je travaillais, beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que de toute façon, j'avais rien d'autre à faire. Heu et ça m'a permis très rapidement de, bah, commencer à, dans un premier temps, poster sur LinkedIn, non pas pour trouver des clients, mais déjà pour apprendre à poster, pour commencer à expliquer aux gens ce que je faisais. J'avais vraiment une démarche d'explorateur, tu vois? De, bah, voilà ce que j'ai appris cette semaine dans ma formation,
Est-ce qu'il y a des gens à qui, seraient intéressés pour que je leur écrive un article gratuitement? Voilà, j'ai commencé comme ça. Donc là, tu vis au Mexique. Est-ce que gérer des clients français, on va dire depuis le Mexique, concrètement, c'est quoi les contraintes que les gens imaginent pas? Enfin, hormis le fuseau horaire, est-ce qu'il y a vraiment des contraintes qui existent? Hem, Bah, effectivement, il y a le fuseau horaire. Après, c'est marqué partout sur, tous mes canaux que je suis au Mexique, donc les gens qui me contactent le savent et ils sont OK pour que, nos rendez-vous soient en fin de journée pour eux. Heu et donc ça ne pose pas de problème parce que c'est su en amont et cetera, donc j'ai jamais eu de difficultés par rapport à ça. En vrai, pour moi, c'est pas contraignant d'être au Mexique, pour mes clients. Le seul truc, c'est du coup pas vraiment pour mes clients, mais c'est plus par rapport à mon développement à moi, de pas pouvoir être à autant d'événements ou de pas pouvoir participer en présentiel à des podcasts ou des choses comme ça. Mais ça reste marginal parce que j'y arrive quand même, quoi. Ouais, puis notamment, bah, bosser, j'imagine, enfin, sur NextGen avec Camille, du coup, c'est plus simple, peut-être quand vous vous voyez. Et avec Camille, justement, vous êtes trouvés de quelle manière et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de construire un truc, ensemble? Heu, pour ta première question, non, on travaille pas sur NextGen quand on se voit parce que, on profite souvent d'être à Paris pour justement tourner du contenu, OK. rencontrer des gens et cetera. Bon là, hier, on a tourné une VSL par exemple, mais sinon tout ce qui va être le l'organisation, la gestion, la stratégie, on le fait plutôt, à distance et alors soit très tôt le matin, soit très tard le soir parce que, bah, on a 10 heures de décalage horaire. Ça, c'est un petit peu compliqué avec Camille, mais sinon ça va et alors comment on s'est trouvés? Sur LinkedIn, elle a répondu à un message automatisé de ma part. OK. Je n'en ai envoyé que 4 dans ma vie, je crois, un à Un elle. message automatisé, pourquoi? C'était pour de la prospection que tu essayais de faire? C'était quoi? Non, c'était, nouvelle connexion et donc «Ah coucou, je fais du SEO, je vois que toi aussi, on a probablement des points en commun. Voici ma mascotte et il s'appelle Champollion». C'était à peu près ça. Un peu nul. OK. J'en ai pas envoyé beaucoup, mais elle a fait partie Ouais, et génial. je sais pas pourquoi, elle a répondu et on a fait un café visio parce que c'était aussi à l'époque du covid, donc ça se faisait beaucoup, tu sais? Ça devait durer 30 minutes, ça a duré 3 ou 4 heures et puis voilà, on s'est plus quittés. On s'est rencontrés pour la première fois au Texas. Et ensuite on a fait une coloc à l'île Maurice, on a vécu ensemble à Maurice, on a déménagé ensemble aussi à La Réunion. Voilà, on fait plein de choses, ensemble et on est très différentes, très, très différentes donc on apprend, tu vois, à travailler ensemble et tout. On est aussi complémentaires et c'est très enrichissant. On peut parler en fait de stratégie, et de projets pendant des heures. D'ailleurs à La Réunion et à Maurice, c'était parfois un peu compliqué pour nos amis parce qu'ils étaient pas dans notre milieu et en fait, au milieu du repas, nous, pendant 2 heures, on parlait d'une nouvelle stratégie marketing, quoi. Les Mmh. gens nous disaient: «Mais les gars, on s'en fout». Donc voilà. NextGen, est-ce que tu veux nous en parler? Qu'est-ce que c'est exactement? Ça s'adresse à qui? En Next Gen, jusqu'à très récemment, c'était, une formation vidéo asynchrone qui permettait aux, SEO qui s'intéressent au marketing et aux marketeurs qui s'intéressent au SEO de, prendre le virage, un petit peu comme mon livre en fait, hein, le virage du nouveau SEO et là, on est en train de complètement refondre, cette formation pour en faire un accompagnement premium qui, ouvrira ses portes à partir du, 15 avril, donc très prochainement. Et il y aura toujours donc une base de vidéos. Donc l'idée, c'est, d'expliquer, bah, un petit peu tout ce dont on parle depuis le début de ce podcast, la complexification, heu, le la complexité Si tu veux. du parcours d'achat, l'importance du branding, comment est-ce qu'on crée une marque, pourquoi est-ce qu'on crée une marque, comment est-ce qu'on utilise l'IA dans sa création de contenu, qu'est-ce que change l'arrivée de l'IA, heu, des 2 côtés de la barrière, donc d'une part dans la création de contenu et d'autre part dans la génération des réponses. Comment est-ce qu'on se positionne, quand on arrive en SEO? Quels sont les KPIs à suivre? Quelles sont, les conversions qu'on peut suivre? Voilà, tous ces sujets-là. Il y a un volume aussi
pardon, un volume complet aussi sur, vivre du SEO, donc qui a été fait avec, l'expertcomptable.com sur, ben, tout ce qui va être, l'aspect, légal, trouver des clients, le TJM, comment est-ce qu'on se, positionne, face à un appel de client, toutes ces choses-là. Ça, c'est des vidéos. On ajoute à ça un accompagnement de 6 mois personnalisé, avec, une séance d'onboarding, une séance d'offboarding et des consultations hebdomadaires personnalisées où les gens peuvent nous poser des questions en one-one. C'est une réponse qui leur est dédiée à eux sur leurs problématiques. Il y a aussi toute une communauté qui, se veut, très, vivante et safe space où les gens peuvent poser leurs questions. L'idée, c'est que personne, n'a de questions bêtes et ce qui peut paraître bête pour toi est super intéressant pour quelqu'un d'autre. On fait intervenir des experts externes, heu, pour des masterclass qui sont à la fois en live et en replay et on a aussi une fois par semaine des ateliers de groupe qui peuvent être, de l'audit, du hot site, du co-développement, voilà, ça dépend un petit peu, des problématiques que vont rencontrer, les membres. Mais, voilà, l'idée c'est de pouvoir, permettre aux gens qui rejoignent cet accompagnement d'une part, d'appliquer à eux-mêmes en tant que consultants SEO, cette méthode pour se rendre visible et pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir trouver des missions, qui sont plus rémunératrices et plus stratégiques et d'autre part, une fois que tu l'as appliqué, sur toi et que tu as prouvé que, ça fonctionne et que c'est pas si compliqué que ça, de pouvoir, être capable de la vendre aussi, à des clients et de se positionner comme un vrai expert, heu en SEO qui fait partie d'une stratégie de visibilité. OK, super. Et vous allez fonctionner par, promotion? Il y a des gens qui vont pouvoir rentrer dans le programme quand ils veulent, vous allez faire comment? Non, tu peux rentrer dans le programme que quand tu veux, pardon, parce que c'est vraiment, personnalisé avec le soutien du groupe, mais tu n'as pas besoin de suivre le rythme d'une cohorte. Tu le fais vraiment à ton rythme et puis tu viens avec ta problématique. Il y en a certains, parce qu'on a déjà, des, early adopters, il y en a certains qui vont travailler uniquement sur leurs problématiques de consultants, de comment ils se positionnent, comment ils se brandent eux-mêmes et cetera et puis il y en a d'autres qui viennent avec, un projet personnel parce qu'ils ont une marque à développer ou bien un projet, pour un client pour lequel ils veulent appliquer, tu vois, la méthode que nous on va leur apprendre qui est réplicable par la suite. On leur donne plein d'outils, plein de templates, des choses comme ça qui sont réplicables. Donc voilà, l'idée c'est que tu viens quand tu veux, tu repars au bout de 6 mois, mais si tu as besoin d'accompagnement supplémentaire, tu peux même prolonger cette période-là. OK, super intéressant. Donc là, il y a NextGen. Est-ce que vous allez refaire le cahier de vacances, il me semble, des SEO qui va arriver? Donc ça, c'était informatif. Moi, j'ai trouvé ça fou. Elle est venue comment l'idée? Ben, cette année, ça va être la troisième édition et elle est venue, ben, d'un de nos nombreux brainstorms, avec Camille qui me dit, c'était, fin mai 2024, je pense. Elle me dit: «Ah, j'aimerais bien faire un cahier de vacances» et je dis: «Ah, bah, moi aussi». Et à cette époque-là, on n'avait aucune, offre en commun ni quoi que ce soit. On s'est dit: «Bah, ça serait quand même, pas mal de le faire ensemble». Donc voilà, le premier cahier de vacances, il est né comme ça sur un bout de canapé, où on s'est mis à faire ça ensemble. On l'a fait, très vite et en fait, on a, eu un sponsor, qui était, Links Garden la première année, qui nous a suivis sans preuve, tu vois, de ce que ça allait pouvoir être et cetera. Merci encore, à eux et ça a super bien marché dès la première année. Donc nous, on s'éclate à le faire, les gens s'éclatent apparemment à le recevoir. Donc on continue. Et c'est quoi l'impact d'un d'un projet comme ça? C'est pour amener des clients, pour nourrir la communauté, les 2. C'est quoi vos objectifs à toutes les 2 lorsque vous faites ça? Bah, c'est les 2, ouais, ça nous permet, tu vois, de grossir notre base parce que ça nous fait à peu près 2 500 leads, par an. Donc c'est bien. Ce qui est énorme. Heu, ouais, c'est plutôt chouette et comme c'est un produit que, on peut envoyer physiquement chez les gens, ça a beaucoup plus d'impact que juste: «Télécharge ce PDF». Parce que des PDF téléchargés, en fait, on en a tous des tonnes dans notre, dossier téléchargement, on les oublie complètement. Alors que là, tu reçois un truc dans ta boîte aux lettres, bon, bah, il traîne sur la table, tu l'emmènes avec toi en vacances, quoi et donc tu nous emmènes aussi, en vacances. Donc pour le brand awareness, la notoriété et le fait de s'inscrire comme,
heu, des, heu, des personnes qui parlent de SEO de manière, simple et un peu, décomplexée. Hem, c'est ça qu'on cherche. On sait que c'est pas avec le cahier de vacances qu'on va convertir, par exemple, tu vois, pour cet accompagnement premium parce que c'est un step qui est trop élevé, mais c'est un pied dans la porte pour rentrer Mmh. dans la tête des gens. Sur les 2 500, il y en a bien évidemment une grande majorité qui ne deviendront jamais clients, mais qui peuvent être prescripteurs et on l'entend beaucoup, tu vois: «Ah, j'ai adoré votre cahier de vacances, j'ai donné votre cahier à ma fille». Du côté des sponsors, c'est aussi toujours super bien accueilli comme opération et les gens continuent de leur en parler longtemps après. Bah, j'allais te parler des sponsors justement. J'ai vu un post où vous aviez dit que vous en recherchiez. C'est quoi l'argument que vous avez pour convaincre une boîte de rentrer, dans ce projet? Et également combien, de sponsors, vous cherchez actuellement? Hem, Bah, les arguments, ça va être un peu ce que je viens de te développer, hein, 2 500 leads, le fait de pouvoir, s'inscrire dans la tête, des gens. C'est un projet qui est sympa, qui est, un mot qu'on aime beaucoup sur LinkedIn, disruptif. Oui. Ça change, c'est pas quelque chose, qu'on a l'habitude de voir. Hem et puis, l'été, c'est aussi souvent une période un peu creuse. Il n'y a pas beaucoup d'opérations qui se passent à ce moment-là et nous, ça permet aussi, de combler un peu ce truc-là, et en termes de, retour sur investissement pour les sponsors, c'est super parce que s'ils devaient payer, toute la promotion que nous on fait autour du cahier dans laquelle ils sont cités en permanence, ça serait, 5 fois le prix, heu, qu'on leur demande nous, pour, sponsorer, l'opération complète. Donc, eux, ils s'inscrivent en fait en vrais partenaires et sur la durée parce qu'on vient parler de leur marque de, fin juin jusqu'à début septembre. Donc pendant les vraiment 2 mois d'été complets, il y a, le cahier de vacances partout sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur les newsletters avec leur marque. Hem et donc, c'est de la répétition aussi, hein. C'est aussi comme ça qu'on crée une marque et qu'on fait du brand awareness, c'est avec la répétition. Et moi, je suis curieux parce que donc là, tu as parlé du livre, prestations de services, du cahier de vacances, des potentielles conférences, des interviews, de Next Gen SEO, newsletter, podcast. Heu, Comment tu fais? Comment tu répartis ton temps? Tu as un système? Tu as des super pouvoirs? Comment tu gères ton le flux, ton temps? Hem Alors, je suis aidée, donc j'ai, des freelances, qui m'accompagnent sur différents sujets. Hem, donc ça me permet aussi de me libérer du temps. Tu as délégué quoi aujourd'hui? Alors, Instagram, par exemple, heu et bah, en fait, il y a pas très longtemps, j'ai changé, d'équipe. Donc, là, les tâches sont en train de se, organiser, on va dire. Mais, ouais, Instagram, TikTok, c'est délégué. Hem, la création de contenu visuel sur ces posts, enfin, sur ces réseaux-là, moi, j'ai juste un œil de, supervision, vérification, mais tout ce qui est le calendrier édito, la création, là-dessus, c'est des gens bien plus compétents que moi qui le font. Donc moi, je viens, donner mes angles, les idées et après, je viens juste vérifier que, c'est les bonnes idées qui ont été transmises et que c'est cohérent et cetera. Hem, L'idée, c'est qu'il y ait d'autres tâches de support qui soient prises après par cette personne aussi. Heu, mais ça demande un peu de temps d'acculturation aussi, tu vois, à l'écosystème SEO et cetera. Moi, je suis en train de créer cette nouvelle offre de next gen, donc pour l'instant, c'est un peu: «Ah bah, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me le faire?» Donc un peu de l'assistanat général, on va dire. Et après j'ai, une freelance SEO qui m'aide aussi sur certaines missions clients, donc moi, je me positionne en tant que chef de projet, et elle vient faire, plutôt l'opérationnel, par exemple. Hem, donc c'est toujours en co-création si tu veux, où on vient, moi je viens avec une idée de stratégie, heu, elle étant junior, elle, apprend avec moi, mais elle est tout à fait libre aussi de la challenger et il y a des fois où, c'est super intéressant, tu vois? Et ensuite, en général, je vais lui montrer ce que j'attends et puis elle va venir le répliquer par exemple, ou, elle est très forte en tout ce qui est,
analyse de données, des immenses tableaux, c'est sa grande passion, heu, là où moi, OK. moins. Donc on se complète aussi, là-dessus. Moi, je garde toujours, tu vois, un pourcentage du temps qui est alloué aux clients pour, certaines missions sur lesquelles j'ai plus de valeur ajoutée et puis je me positionne vraiment en chef de projet pour venir, coordonner, vérifier, compléter et cetera. Heu, donc voilà et après, j'utilise l'IA. OK. Et à terme, tu aimerais, bosser avec d'autres freelances et enfin, je dis une bêtise, avoir, je sais pas, 20 clients en même temps? Tu préfères garder ce rythme, quitte à choisir des missions? Comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? Non, moi je veux pas, développer particulièrement plus la partie prestation. Alors je prends des clients de temps en temps, hein, quand c'est des projets qui m'intéressent. C'est parce que je développe, c'est important pour moi de continuer à faire de la prestation et j'ai pas non plus envie de tout déléguer parce que, bah, si je ne fais pas de SEO, comment veux-tu que, je la prête aux autres? Bien sûr. Donc pour moi, c'est important de continuer à pratiquer, de continuer à avoir des cas clients, des choses comme ça. Et comme j'ai envie de continuer à m'impliquer avec mes clients, je ne peux pas, heu, multiplier, les contrats et être présente sur les autres fronts qui sont ceux que j'ai envie de développer actuellement, à savoir, la création de contenu, l'accompagnement, heu, donc voilà. Au tout début, quand tu t'es lancé, enfin, très justement, tu as dit: «Bah, fallait manger». Donc, que tu faisais de la prospection, tu étais en full, inbound, comment tu as trouvé tes 1ers clients? J'ai jamais fait de prospection. Jamais? OK. Jamais. En fait, dès le départ, le tout début où je me suis dit: «OK, je vais me professionnaliser en SEO, je vais prendre des formations» parce que je pratiquais, déjà donc pour mes propres projets, mais je m'étais formée, toute seule, je faisais, beaucoup d'erreurs, je tâtonnais énormément et cetera. Je savais pas vraiment, ce qui marchait, pourquoi ça marchait et ce qui marchait pas, pourquoi ça marchait pas. Donc dès que j'ai commencé à me dire: «OK, c'est ça que je veux faire», quand j'ai commencé à prendre des formations qui étaient des formations, longues et chères, c'était un vrai investissement pour moi. Je me suis dit: «Il faut que je les rentabilise, il faut que dès maintenant, je commence à chercher des clients» parce que j'avais cette chance d'avoir déjà travaillé pour moi précédemment sur les autres projets. Donc je savais que le fait d'être freelance SEO ne voulait pas dire faire du SEO, mais voulait dire faire du SEO, faire son propre marketing, sa propre acquisition client, et cetera. Donc j'avais déjà cette conscience, très ancrée. Je pense que ça m'a beaucoup aidée, hem, de savoir que, heu, pas 50 de mon temps, mais pratiquement, allait être utilisé pour développer mon propre business et pas celui de mes clients, tu vois? Donc tout de suite, j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Hem et alors mon tout premier client, je l'ai eu grâce à ma formation qui m'a recommandé auprès de ce OK. client. Mon tout premier client, c'était ça et ensuite très rapidement, ça a été du LinkedIn et du bouche à oreille. Si, là, en 2026, quel conseil tu donnerais, à un ou une freelance, SEO qui se lance, pour obtenir des clients? Qu'est-ce que tu lui conseillerais avec, le regard que tu as aujourd'hui et puis le contexte, actuel également? Ouais. Hem, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui, veulent entre guillemets «conserver» le confort du salariat en étant freelance et donc c'est des gens qui, pour moi, il y a absolument aucun jugement de valeur, hein, mais qui pour moi n'ont pas forcément l'esprit entrepreneurial, qui se sont mis à leur compte un petit peu parce que, c'était possible, mais qui n'ont pas vocation à développer une entreprise en tant que telle et donc ces personnes-là vont pouvoir, par exemple travailler avec des agences, tu vois? En sous-traitance, hem et donc ça peut très bien fonctionner, donc de se rapprocher d'agences pour, bah, récupérer la partie opérationnelle de ces agences. Ça se fait beaucoup, c'est moins rémunérateur et puis, bah, tu as pas forcément la marge de manœuvre que, tu peux avoir si tu fais, tout, 100 pour toi. Mais par contre, tu as une certaine stabilité parce que, bah, tu es un partenaire de confiance de ces agences-là. Donc, tu serres un peu moins les fesses à chaque fin de mission pour savoir s'il y en a une qui va tomber. Donc ça peut être ça et puis, tu as, les freelances qui, veulent, entre guillemets «vivre de leur mission, 100 par eux-mêmes».
Donc là, je pense que, moi, je l'ai jamais utilisé parce que mon entreprise étant immatriculée au Mexique, c'était pas possible, mais il y a Malte, par exemple, ou les plateformes de freelance, qui peuvent être, intéressantes. Le problème étant que tu te bats avec les autres sur le prix. Donc je pense que c'est pertinent d'être sur ces plateformes, mais pas uniquement. L'idée, c'est de pouvoir développer aussi sa notoriété ou son personal branding sur des réseaux sociaux. Donc ça peut être LinkedIn qui, pour moi, est le plus pertinent. Mais si, la personne est à l'aise avec, l'oral, ça peut être du podcast ou bien ça peut être, de Instagram ou n'importe quoi. Mais en tout cas, de se rendre visible à l'extérieur de Malte pour que Malte soit seulement une confirmation de, c'est la bonne personne. J'ai envie d'être rassurée, de pouvoir payer via un système qui va, me confirmer que mon argent est bien utilisé et cetera. Ça peut être rassurant, mais en tout cas, oui, il faut pouvoir, se rendre visible d'une manière ou d'une autre, si on a envie de, dépasser, des plafonds de verre qui peuvent être, assez rapides, heu si tu pas visible, quoi. Parce que si tu n'es pas visible, en fait, tu vas être choisi uniquement sur ton prix. Pour toi, c'est quoi le plafond de verre? Si tu as un certain chiffre, c'est comment tu le décris? C'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que, j'ai presque jamais fait que de la prestation. OK. Très rapidement, tu vois, j'ai eu, par exemple, mon premier livre, c'était un produit digital que j'ai vendu, très bien pendant, quelques années sur mes différents canaux. Et puis j'ai eu du sponsoring, heu des interventions dans des formations, des choses comme ça. Heu, un plafond de verre sur de la prestation, je saurais pas vraiment te répondre, mais en fait, tu vends ton temps ben, ça quand tu es junior, tu peux pas non plus te vendre avec un TJM de, 1 000 € par jour, quoi. Tu es capé par rapport à ce que font Ouais, bien sûr. les autres professionnels. Tu as besoin d'avoir un certain, temps qui va être dédié à ton entreprise pour pouvoir faire, bah, ton administratif, ta gestion client, éventuellement ta prospection si tu n'es pas visible sur les réseaux. Donc ça doit, compter aussi dans ton temps de travail. Donc même si, heu, en fait, tu tu limité par le nombre de clients que tu peux accueillir, quoi. C'est Dernière question à te poser, donc là, on a parlé de pas mal de projets, donc je vois à peu près ton calendrier dans les prochains mois. Après l'été, est-ce que tu as un gros projet qui va arriver? Je pense qu'il y a le SEO Summit qui va de nouveau, être là, je pense au mois de septembre ou octobre, je sais plus. octobre, ouais. Est-ce que tu auras d'autres projets d'ici la fin de l'année? Hem Alors d'ici la fin de l'année, normalement, NextGen devrait être, super bien lancé avec, plein d'apprenants super contents et potentiellement la fin des premiers apprenants parce que les premiers arrivent en ce moment. Donc dans 6 mois, c'est, septembre. Donc on aura eu, tu vois, un cycle de vie complet, avec, des apprentissages et cetera. Les early adopters ont un tarif réduit parce que, on est aussi en co-création de ce programme pour répondre exactement à leurs besoins et tout. Donc je pense on aura des réajustements peut-être à faire par rapport à ça, pour voir un peu, tu vois, où on en est. On est en train de réfléchir aussi avec Camille à faire éventuellement des challenges, 1 ou 2 fois dans l'année, tu vois? Même si on n'a pas forcément vocation à fonctionner comme des cohortes, mais mais le fait de faire des challenges, c'est quelque chose qui nous plaît. C'est quelque chose qui, fonctionne aussi en termes d'acquisition. Donc potentiellement, il y aurait un challenge, comme ça, fin d'année. Il y a effectivement le SEO Summit avec, plein de créations de contenu, comme on vient de le faire là, pour cette édition précédente. On a eu la chance, tu vois, d'interviewer, Neil Patel, Sylvain Perronnet, et des grands médias comme, J'ai un pote dans la com, comme, le média Le Crayon, plein de personnes, différentes. C'était super enrichissant donc on va remettre ça, peut-être sur un autre format, mais en tout cas, il y aura de la création de contenu en octobre. Il y a, le Chiang Mai SEO en novembre, donc je suis en train de me tâter à y aller aussi. Voilà, plein de petites choses, qui sont sympathiques. OK, super. OK, bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Bah, écoute, merci beaucoup Nelly, pour Merci. ton temps et ta dispo. C'était super sympa. Je mettrai, bah, tous les liens des choses qu'on a citées, dans la description. De toute façon, je pense que les gens qui nous écoutent encore ici, à mon avis, te connaissent. Donc, encore merci, c'était super cool et puis je te dis, à très vite. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai beaucoup aimé, partager avec toi. Donc écoute, quand tu veux pour faire,
une deuxième version Bah, je pense qu'il y éventuellement. aura une saison 2 en physique, mais c'est un projet pour la fin d'année. Ah! Trop Ouais. bien. Bon, merci beaucoup Nelly. Merci à toi. À plus. Ciao. Allez.